Bonjour à tous pour cet atelier que l'on va dérouler cet après-midi, qui s'inscrit dans la troisième édition du forum économie circulaire de la région Occitanie, hein, ce troisième forum qui a débuté donc mardi matin par une plénière et qui s'ensuit après par de nombreux ateliers jusqu'à la fin demain qui verra également une plénière de clôture très intéressante auquel je vous invite à vous joindre d'ailleurs. Ce forum est organisé maintenant depuis 3 ans sur notre territoire. C'est pour la première fois en distanciel malheureusement, mais on a réussi à trouver le moyen de le poursuivre et c'est bien ça le plus important. Grâce à la région, mais surtout tous les acteurs de l'économie circulaire qui sont maintenant mobilisés sur notre territoire pour dynamiser l'ensemble des thématiques de cette nouvelle économie. Le choix a été fait aujourd'hui de créer un parcours EIT avec ce matin pour ceux qui ont déjà pu y participer. Pour les autres, c'est pas grave, ça sera versé sur la plateforme Cyclope. Un premier temps de présentation du réseau régional de l'EIT qui vient de voir le jour, hein, puisqu'il a été créé il y a moins d'un mois, voilà, et qui est au profit, enfin qui est là pour aider l'ensemble des porteurs de démarches, que ce soit de territoire ou de filière, et dynamiser ainsi la notion d'économie circulaire et d'EIT encore plus sur notre d'Occitanie. Et donc cet après-midi, vraiment un exemple pragmatique grâce à une proposition du cabinet Maceo et de Cindy ici présente qui va animer la réunion, vraiment un atelier opérationnel sur comment un territoire du Puy-de-Dôme, si je ne dis pas de bêtises, on est un peu sorti des limites de l'Occitanie, mais c'est une bonne chose ici de voir ce qui se passe à l'extérieur. Comment le territoire du Puy-de-Dôme a lancé, structuré et concrétisé une démarche de IT. Je vais rapidement passer la main, mais nous avons la chance effectivement d'avoir Cindy Deraille du cabinet Maceo qui va animer cette session et qui va faire intervenir, qui va orchestrer les interventions de Madame Dureuil du SBA 63, de Monsieur Jean-Charles Fauchia de la communauté d'agglo. Et alors là, je sèche LRV, mais il nous le redira, il n'y a pas de souci. Monsieur Joël Perret de Machine, excusez-moi. Donc, une représentation à la fois de porteurs collectivités, d'acteurs publics et d'acteurs privés qui sont impliqués dans la concrétisation de synergies. Voilà, avant de redonner la parole à Cindy, je vais passer les règles du jeu que vous connaissez, je pense, mais qu'il est toujours utile de rappeler. Hop, voilà, si ça veut bien. Non, si ça veut bien. Donc la règle du jeu, effectivement, je vais arbitrairement et je m'en excuse, couper le micro de tout le monde et au fur et à mesure des témoignages, vous pourrez le réactiver, hein. Je coupe la caméra, enfin non, vous allez couper vos caméras. Le principe, c'est que seul l'intervenant, effectivement, puisse être vu. Voilà. Nous avons un chat. Hein, Teams se permet effectivement d'avoir un chat où vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Je n'ai pas activé ma caméra, excusez-moi, je n'ai pas montré ma trombine. Moi. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y aura des questions-réponses, des temps de questions-réponses. On les relaiera. On essaiera d'y répondre à toutes. Les intervenants essaieront de répondre. Et sur la fin, si on a un petit peu de temps en excédent, on essaiera même de vous donner la parole et de vous ouvrir vos micros. Voilà. Et dernière chose, voilà, le chat, la slide suivante, c'était justement pour montrer où trouver le chat pour ceux qui ne sont pas coutumiers, mais ça passe pas là. Hop. Ça passe pas. En tous les cas, voilà, vous avez une petite bulle qui vous permet d'accéder au chat et c'est là-dedans que vous pouvez formuler vos questions. Je te donne la main, Cindy. Merci beaucoup à toi et à l'ensemble des intervenants que tu as pu mobiliser. Merci beaucoup Benoît. Bonjour à tous. Je me présente donc Cindy Deraille. Je suis chef de projet en économie circulaire au sein de l'association Maceo. Donc on est une association de développement économique des territoires du Massif central. Et par Massif central, on entend bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également toutes les régions qui touchent la montagne, donc le Massif central, donc la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine et puis un petit bout de Bourgogne-Franche-Comté. Je remercie également la région Occitanie d'avoir pensé à nous pour vous présenter une des démarches
vraiment mêlée avec des acteurs publics et privés, une démarche d'EIT et opérationnelle qui s'est conduite sur le territoire du SBA, donc le territoire du syndicat du bois de l'Aumône. Avant de commencer, j'aimerais vous partager un peu les objectifs aujourd'hui et cet après-midi de cet atelier. Tout d'abord, un objectif d'acquérir une vision simple et partagée de ce qu'est l'écologie industrielle et territoriale et de quoi parle-t-on aujourd'hui. Et puis de vous faire part d'une des méthodologies que l'on a utilisées justement sur ce territoire-là et qui a conduit à mettre en œuvre plusieurs actions opérationnelles. D'avoir la connaissance aussi des panoramas des outils UT qui existent et qui sont au service des territoires et puis surtout de s'inspirer de ce retour d'expérience que vous allez découvrir aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme le disait Benoît, à le mettre sur le chat. Nous pourrons tout à fait y répondre par la suite. Donc tout de suite, pour commencer, un des premiers objectifs, c'est acquérir une vision simple de l'EIT. De l'EIT, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un effet de mode ou bien est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un effet avec un réel impact économique et écologique? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de l'EIT parce qu'on a eu une mission allouée, par exemple, par l'ADEME dans le cadre d'un codec où on nous dit d'initier, par exemple, une démarche d'EIT ou 30 synergies sur son territoire, ou est-ce qu'on veut vraiment réaliser un impact économique et écologique sur son territoire? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne fait pas de l'EIT aujourd'hui, mais on s'en sert bien comme une stratégie de développement économique et responsable des territoires. Et ça, je pense que c'est une notion à ne pas oublier et qui va être aussi une notion fil conducteur dans cet atelier cet après-midi. Alors, pour lancer une démarche EIT sur son territoire, on a besoin tout d'abord d'intégrer des acteurs au sein de la démarche, quels que soient les acteurs, tous les acteurs ressources qui nous semblent essentiels pour développer cette démarche EIT. Dans un second temps, on a besoin d'intégrer l'EIT dans des missions et les objectifs du territoire. Vous êtes une collectivité, vous avez des missions, des objectifs, il faut y répondre. Et cela sert à développer les territoires. Et puis enfin, une action, et qui n'est pas des moindres, c'est aussi valoriser ces actions et valoriser par les initiatives que vous avez prises lors de cette démarche EIT. Et tout ça fait que l'écologie industrielle et territoriale devient un facteur de développement économique des territoires. Si on va plus loin, voici une des visions que l'on a, nous, en interne à Maceo, de l'écologie industrielle et territoriale. Tout d'abord, on a une vision d'écosystème, c'est-à-dire qu'on réunit autour de la table des acteurs, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur structure, quelles que soient leurs compétences, vraiment autour de la table et si possible, et quand on le peut, on réunit aussi les citoyens. Pourquoi? Déjà parce que l'EIT, ça passe par de la coopération et de la collaboration. Dans un premier temps, on interagit ensemble. Dans le deuxième temps, on va collaborer, c'est-à-dire vraiment travailler ensemble, et puis coopérer, c'est-à-dire créer une œuvre ensemble. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Industriel, on ne parle pas forcément que des industries, mais il faut savoir que c'est bien tout secteur d'action qui est impliqué, c'est-à-dire qu'on peut à la fois agir sur un quartier, un centre-bourg, à la fois agir sur des zones d'activité industrielle, artisanale, commerciale. On peut agir aussi sur le secteur tertiaire et aussi dans le secteur agricole. Donc, c'est vraiment toutes les branches qui peuvent être impliquées sur l'écologie industrielle et territoriale. Et puis, c'est surtout mettre des actions en place sur son territoire. On parle beaucoup de synergie de substitution ou d'utilisation. Il faut garder en tête qu'on utilise toutes les ressources d'un territoire, qu'elles soient de la matière, de l'énergie, du déchet, des ressources humaines, de l'équipement. C'est vraiment toute ressource présente sur un territoire qui est au centre de ces démarches de l'EIT. Et puis enfin, on agit sur un territoire défini, c'est-à-dire en fonction des spécificités locales et sur une zone bien définie. Si je continue, la deuxième étape, une fois qu'on a vraiment eu cette vision simple et partagée de ce qu'on appelle EIT, c'est d'avoir une méthodologie pour réaliser les actions que l'on souhaite. Et comment acquérir cette méthodologie? Pour un territoire, il faut se poser les questions suivantes. Tout d'abord, quels sont mes enjeux, mes besoins, celles des entreprises qui sont sur mon territoire et celles de mes partenaires. Et là, ça passe beaucoup par des états des lieux, des échanges, des rencontres, et puis être dans une action de transversalité, c'est-à-dire que nous sommes un service économique, mais nous pouvons faire appel au service développement durable, au service déchets, au service technique, etc. C'est vraiment tout le monde autour de la table, comme je le disais tout à l'heure. Le deuxième, c'est quels aspects et actions de l'EIT puis-je intégrer dans mes missions et dans mes objectifs. C'est-à-dire nous,
en tant que développeur économique d'un territoire, comment je vais intégrer l'EIT dans mes missions et comment l'EIT va me servir à répondre aux objectifs que je souhaite atteindre. Et puis enfin, une troisième question qui est quels sont les moyens en ma possession pour conduire ces démarches d'EIT. Et là, on pense bien sûr à tout ce qui est financement, outils, communication, marketing et bien d'autres compétences dont on a besoin quand on est dans le développement de projets. La méthodologie, elle passe par 3 grandes étapes par rapport à un projet de territoire. La première, c'est être stratégique, c'est-à-dire appréhender à la fois les difficultés que l'on a sur le terrain, s'adapter à ses spécificités et puis à ses enjeux et être cohérent déjà avec tout ce qui existe en place. L'idée, c'est pas de réinventer l'eau chaude, mais bien d'agir en cohérence et en complémentarité d'autres structures, d'autres missions, d'autres ressources, etc. La deuxième, c'est d'intégrer l'EIT dans son projet de territoire. Bien sûr, pour développer des activités économiques ou les maintenir, pour fédérer, pour réduire aussi l'impact environnemental et pour valoriser son territoire. Et enfin, c'est de renforcer les liens entre les acteurs, notamment les liens publics-privés, entre les services, entre les acteurs ressources du territoire, pour renforcer justement cet ancrage territorial. Une fois qu'on a posé ces bases-là, la prochaine étape, c'est comment ça se traduit concrètement sur mon territoire. Et là, vous voyez qu'il y a un processus. Tout d'abord, une stratégie, des processus de décision, l'opérationnalité, et puis après, on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Autrement dit, quand on veut conduire une démarche d'EIT, on intervient avant la démarche d'EIT, pendant et après. Et si on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on arrive, tiens, j'ai une idée, on aimerait impliquer ou faire de l'EIT sur mon territoire, on aimerait avoir un lieu d'intervention, est-ce qu'on agit sur une zone d'activité, est-ce qu'on agit sur un quartier, etc. Puis on va l'initier. Cette initiation va se faire via une décision des élus, des décisionnaires qui sont sur le territoire. Et puis après, on intègre la démarche opérationnelle de l'EIT, c'est-à-dire un lancement des comités techniques, des comités de pilotage, des réunions avec les entreprises, des ateliers de travail, la mise en œuvre d'actions, etc. Et puis après, on arrive sur l'opérationnalité des actions de communication, de visibilité, et puis une poursuite toujours dans cette optique de continuer les actions imaginées et les actions mises en œuvre surtout sur ce territoire pour arriver sur quelque chose de pérenne. Si on va un peu plus loin, dans la méthodologie que je vous propose aujourd'hui, c'est de trouver un terrain d'action où agir, de constituer toute son équipe. C'est un peu comme une équipe de rugby ou une équipe de foot, c'est-à-dire qu'on a le terrain, on construit son équipe, on va s'entraîner, se préparer, c'est-à-dire aller à la rencontre des acteurs, aller les voir, savoir quels sont leurs besoins, de quoi ils ont envie, quelles sont leurs visions, de sélectionner avec eux les actions principales à mettre pour aller justement droit au but, c'est-à-dire faire des études de faisabilité, avoir des étapes de mise en œuvre pour arriver à concrétiser cette action et ce projet-là. Et puis après, c'est de poursuivre et de gagner comme il se doit. Donc là, ça passe, comme je vous l'ai dit, par l'amélioration continue, la poursuite de la démarche et puis une visibilité et un retour d'expérience. Et tout ça en incluant bien qu'on est toujours dans des deux objectifs aussi de marketing territorial, de sensibilisation et de montée en compétence des acteurs. La stratégie territoriale en écologie industrielle et territoriale doit passer à la fois par prendre en compte les spécificités locales, par prendre en compte le besoin de tous les acteurs et par la prise en compte des autres actions qui se passent sur son territoire, c'est-à-dire en faisant des propositions cohérentes et adaptées. Dans la démarche qui va vous être présentée par les divers acteurs qui vont témoigner juste après la méthodologie, on a utilisé la méthode ADALI, donc ADALI qui est un outil de caractérisation de potentiel EIT. ADALI pour aide au développement d'actions locales innovantes en faveur de l'économie circulaire. Un outil qui a été développé avec l'École des mines de Saint-Étienne et qui a pour vocation, de s'adapter à la démarche, c'est-à-dire prendre en compte les particularités du territoire, de répondre aux besoins des entreprises et des acteurs du territoire et de s'intéresser à l'ensemble des perspectives et tout ça en travaillant en cohésion avec les acteurs ressources. Cette démarche se propose comment? Tout d'abord, on a toujours cette vocation stratégie. Donc, on caractérise le potentiel EIT du territoire. C'est ce que vous allez voir avec le SBA et RLV. Dans un second temps, on va caractériser le potentiel EIT d'un périmètre économique. Donc là, on va parler de zones d'activité, on va parler de centres-bourgs, de quartiers, de filières, etc.
on va en faire une analyse quantitative et qualitative qui va servir d'élément d'aide à la décision et de choix pour le terrain d'intervention où on va mener cette démarche de l'IT. Et cet élément de décision sont faits par les élus et c'est une étape essentielle pour avoir le portage politique par la suite. Deuxième étape, là, quand on est dans la phase opérationnelle de l'IT, c'est la création et l'animation d'un comité technique, c'est-à-dire qui rassemble tous les acteurs ressources autour de la table et qui vont permettre de conduire cette démarche IT. C'est des visites d'entreprise, apprendre à les connaître déjà, et puis voir leurs besoins, sur quoi ils ont envie de travailler, d'avoir un premier atelier avec eux pour hiérarchiser les besoins et les actions à mettre en œuvre, et puis après de conduire des ateliers thématiques par la suite. Et enfin, dans la conduite, le suivi et la pérennisation, c'est ce qu'on appelle les diagnostics de flux, de solutions, d'études de faisabilité, etc. La mise en œuvre de ces faisabilités, la réalisation et la communication, et puis la valorisation et la pérennisation de ces démarches. Il faut savoir que vous avez plusieurs moyens, notamment plusieurs outils disponibles. Comme on l'a vu sur le schéma précédent, vous avez 3 grandes étapes. Adali, la méthode que l'on a utilisée sur le territoire qui va vous être présentée, a été initiée bien en phase stratégique et intervient en complémentarité des outils existants, que ce soit des outils menés par exemple par les CCI comme TPE, PME gagnante, que ce soit des méthodes comme PNSI, comme l'outil actif qui est relativement présent en Occitanie, Prestéo, Inex, etc. etc. En parallèle, vous avez des outils comme Comet et Ellipse qui interviennent à tout le long des démarches et à toute phase d'une démarche EIT. Et qui là vont permettre de vous situer par rapport à votre démarche EIT et de l'évaluer. Voilà un petit exemple des démarches. Alors là, c'est fait par Stren, qui est une start-up qui est en Nouvelle-Aquitaine et qui vous présente en fait un peu le panorama des outils opérationnels, c'est-à-dire plutôt des outils de diagnostic de flux, de mise en œuvre de synergie, etc., qu'il existe actuellement en France et qui peut être utilisé par les territoires une fois qu'on est vraiment sur la phase opérationnelle. En conclusion, avant vraiment de passer au retour d'expérience et de vous faire partager la vision de collectivité et d'entreprise, une des notions clés que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est vraiment qu'on ne fait pas de l'EIT, mais on utilise bien cette stratégie pour atteindre un objectif et un des objectifs de développement du territoire. En ayant vraiment la vision stratégie, c'est-à-dire des délais plus courts, appréhender les freins et saisir les opportunités. Deuxièmement, en l'intégrant et en étant un réel allié de territoire, l'EIT doit être un allié du territoire, pour valoriser les ressources qu'on a au local. Comme je vous dis, c'est des ressources humaines, c'est des ressources matérielles, c'est des ressources matières, déchets, etc. En réduisant les impacts environnementaux et en étant dans une démarche de développement d'attractivité du territoire, parce que par EIT, on peut aussi développer des offres de services ou des offres complémentaires, et puis toujours créer du lien entre les acteurs publics-privés, renforcement de l'ancrage territorial, création ou développement d'activités, de filières, de services, et puis c'est surtout une création et une consolidation des emplois locaux. Alors, aujourd'hui, une fois que je vous ai présenté la méthodologie, qui est une des méthodologies que l'on applique à Maceo, mais qui a été conduite dans le retour d'expérience que l'on va vous présenter aujourd'hui, je souhaitais vous présenter de la démarche EcoRespire. EcoRespire qui est aussi le label pour des entreprises qui s'engagent vers une responsabilité environnementale. Ce projet EcoRespire unit à la fois des collectivités, des entreprises et des associations et ont suivi le processus méthodologique que je vous ai présenté et a permis de mettre en place certaines actions sur le territoire. Donc, je ne vais pas vous en dire plus et puis là, je vais laisser parler Laura Dureuil, donc du SBA, du syndicat du Bois de l'Aumône, qui est un syndicat mixte de traitement des ordures ménagères. Et Laura, je te passe la parole et la main, si tu veux bien me demander la main. C'est fait. Et voilà. Merci bien. Donc, bonjour à tous, donc Laura Dureuil, je suis chargée de projet Territoire zéro déchet et économie circulaire au syndicat du Bois de l'Aumône, donc le SBA, pour faire plus court. Donc le syndicat du Bois de l'Aumône est un syndicat de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Donc, on agit sur 121 communes, 5 communautés de communes et une communauté d'agglomération, RLV, dont on va parler tout à l'heure. On collecte les déchets donc, de 165 000 usagers. Donc, on est situé dans le Puy-de-Dôme, au nord et à l'est de Clermont-Ferrand. Donc voilà, en plus des compétences de collecte et de transport des déchets, on a aussi la compétence prévention. Sachant que la compétence traitement, elle, est assurée par le Valtom, qui agit sur l'ensemble du Puy-de-Dôme, donc du département, et du nord de la Haute-Loire. Autre élément de contexte, donc le SBA a été labellisé économie circulaire en 2020. Alors, le SBA a été labellisé également territoire zéro déchet, zéro gaspillage en 2014. Et c'est ce qui nous a permis de signer un contrat d'objectif déchets économie circulaire, donc un codec, avec l'ADEME en 2017. Et ce, pour une durée de 3 ans. Et donc, ce contrat d'objectif, il nous a permis d'obtenir des financements de la part de l'ADEME, des financements avec une part variable qui était conditionnée à l'atteinte de certains objectifs, dont un des principaux qui était la mise en place de 3 démarches d'EIT initiées sur notre territoire d'ici à fin 2019. Ce contrat-là, il intervenait en fait dans un contexte un petit peu compliqué pour nous, puisque nous étions en pleine fusion des EPCI. Donc les EPCI qui avaient la compétence, et qui l'ont toujours d'ailleurs, la compétence développement économique, compétence que nous n'avons pas au SBA. Donc nous souhaitions travailler avec ces EPCI pour développer ces démarches, puisque en fait nous n'étions pas forcément légitimes pour les initier, donc aussi bien auprès des entreprises, mais aussi auprès des élus. Donc deuxième élément de contexte, c'est que nous étions en pleine mise en place de la tarification incitative sur le territoire. Les élus, quand on allait les voir en leur parlant de démarche EIT, eux, ils avaient en tête déjà d'autres priorités avec la fusion, mais également cette tarification incitative qui occupait tous leurs esprits. Et voilà, ils n'avaient pas forcément, enfin, on n'était pas dans un contexte très opportun pour développer ce genre de démarche-là. Donc c'est pour ça que nous avons fait appel à Maceo pour nous aider à mettre en place ces démarches et notamment pour mobiliser les acteurs, donc les élus d'une part. C'est pour ça que Maceo a mis en place, a fait réaliser des diagnostics de zones d'activité dont Cindy vous a parlé tout à l'heure avec l'outil Adali. Et donc c'est grâce à ces diagnostics qu'en fait on a commencé à attirer l'attention des élus. Et c'est notamment Rion, Limagne et Volcan qui s'est porté volontaire pour initier une démarche d'EIT sur son territoire avec nous, en premier. Donc deuxième cible aussi à mobiliser, c'était les partenaires. Donc pour mettre en place ce genre de démarche, donc Cindy vous en a parlé également, mais l'idée c'était de s'entourer de toutes les compétences possibles et disponibles sur le territoire pour pouvoir mettre en place cette démarche. Et tous ensemble, tous les partenaires, on a pu identifier une méthode à mettre en œuvre qui s'adapte aussi aux spécificités de la zone d'activité. Parce que ce qui est intéressant aussi dans une démarche UT, c'est qu'on arrive dans ce projet-là avec nos propres objectifs, mais l'idée, c'est vraiment de définir les rôles de chacun et puis de définir un objectif partagé, commun, pour la bonne mise en place de la démarche. Donc Maceo a aussi été missionné pour assurer la communication, le lien entre les différents partenaires, qui est vraiment très important tout au long d'un projet, parce que c'est un projet quand même qui prend du temps, donc qui se fait sur plusieurs années. Donc vraiment l'idée c'est de maintenir cette communication. Et bien sûr pour apporter son expertise, parce que nous ne l'avions pas forcément en interne au SBA. Donc Maceo anime également la démarche de IT. Donc juste pour revenir sur les objectifs dont je parlais, nous avons souhaité aussi développer une démarche de IT sur notre territoire pour identifier notre objectif principal était d'identifier des synergies entre les entreprises, notamment sur l'aspect matière, donc déchets et ressources, et surtout de permettre leur mise en œuvre. Et voilà, leur mise en œuvre, derrière, elle va forcément être évaluée, puisque l'objectif, c'est d'avoir un impact, donc un impact écologique,
environnementale, mais aussi économique ou sociale. Donc voilà, notre indicateur principal était la mise en place, la mise en œuvre d'actions concrètes sur cette zone d'activité, donc concrète et significative. Donc vous allez me dire que ça paraît un peu flou comme ça comme indicateur, effectivement. Mais au début, donc c'était notre première démarche de IT sur le territoire, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, on ne connaissait pas les gisements non plus, on ne connaissait pas les besoins des entreprises. Donc l'idée, c'était au moins d'avoir des actions mises en place, des actions visibles, voire reproductibles, qui auraient pu donner envie à d'autres entreprises de se lancer également dans la démarche et de s'engager dans de telles actions. Et donc, nous avions deux autres objectifs. Donc, c'était de mieux connaître les flux de déchets des entreprises, parce que c'est vrai qu'on a vraiment très, très peu de données sur ce flux-là. Et bien sûr, de les inciter à les réduire et à améliorer le tri et la valorisation matière. Et un troisième objectif, bien sûr, c'est de sensibiliser les entreprises tout au long du projet sur le sujet de l'économie circulaire. Donc, aussi bien l'éco-conception que l'économie de la fonctionnalité. On essaye d'aller un petit peu plus loin que sur les déchets à proprement parler. Donc voilà, pour nous, mettre en place une telle démarche, la démarche est réussie en fait si on arrive à mettre en œuvre et à atteindre ces objectifs-là tout au long de la démarche. Et voilà, je te laisse la parole, Cindy. Merci Laura. Comme vous l'avez compris, voilà, l'indicateur, c'était et le premier pas, c'était l'ESBA qui avait cette mission d'initier 3 démarches d'écologie industrielle et territoriale sur son territoire. Et ils ont fait appel à nous pour 2 expertises, l'expertise économie circulaire et l'expertise animation, pour les aider dans cette démarche-là. Et c'est là où nous avons utilisé l'outil Adali. Donc nous avons commencé par analyser plusieurs territoires, et c'est vrai que le territoire Rion-Limagne et Volcan est ressorti comme un territoire ayant du potentiel. Donc voilà, quand je vous parlais de caractérisation du potentiel EIT des territoires, ça donne ce type de graphique-là. La zone bleue, c'est la zone verte, où on analyse le territoire en fonction de 4 critères, son attractivité géographique et démographique. On va regarder voilà, s'il est en perte de population ou au contraire en augmentation, les réseaux de communication, etc. Son attractivité économique par rapport aux filières déjà présentes, aux entreprises présentes, au secteur d'activité. L'attractivité juridique, on va regarder le nombre de zones protégées. Alors, attractivité juridique par rapport à l'EIT, les labels présents, etc. Et puis l'attractivité sociale et organisationnelle, voir s'il y avait déjà des liens, des connaissances, etc. Tout ça a permis de répondre à des objectifs du SBA qui étaient vraiment d'initier une démarche d'EIT sur son territoire et d'assurer ce pilotage et cette co-animation avec eux. Le territoire de Rion-Limagne et Volcan a été choisi. Là, je vais laisser la parole à Jean-Charles Fauchia, qui est chargé de mission d'Aveco à Rion-Limagne et Volcan. Donc, Jean-Charles, si tu es là, je te laisse la main ou demande-moi la main pour que tu aies. Voilà, parfait. Je te laisse la main. Merci. Bon, j'ai bien noté que la zone bleue, c'est la zone verte. Hein. Je garde ça à l'esprit. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Jean-Charles Fauchia. Effectivement, je suis chargé de développement à la communauté d'agglomération de Rion-Limagne et Volcan. Alors, est-ce que vous pouvez parler juste un petit peu plus fort parce qu'on vous entend de... Ah, super, parfait. Je vais rapprocher le micro. Voilà, donc je recommence. Jean-Charles Fauchia, je suis chargé de développement pour la communauté d'agglomération Rion-Limagne et Volcan. Et effectivement, pour faciliter les choses, on va appeler RLV, ça ira bien plus vite. Vous me pardonnerez aussi si je dis comme d'agglo à un moment ou agglo, je pense que vous comprendrez. Plus précisément, moi j'appartiens au pôle attractivité de l'intercommunalité. Le pôle attractivité, c'est 4 axes, c'est le développement économique, c'est le tourisme, c'est l'agriculture et c'est l'innovation. Voilà, donc concrètement, moi je suis chargé de mission industrie et artisanat et je suis aussi chargé de la gestion des zones d'activité. Oui, c'est moi de cliquer, j'oublie. Gestionnaire des zones d'activité, c'est soit la gestion quotidienne, mais c'est aussi de participer aux études et aux programmes divers qui peuvent nécessiter l'attention de l'agglomération. C'est aussi s'occuper des projets d'extension, de création, de coordination des travaux, de commercialisation. Voilà, bon, c'est tout un tas de choses, effectivement. Un peu de géographie, allez, pour commencer. On a dit que Rion, c'était la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus précisément, c'est l'ancienne région Auvergne, c'est le Puy-de-Dôme.
Et Riom en particulier, c'est la seconde ville du Puy-de-Dôme en termes d'habitants, c'est 20 000 habitants. L'agglomération de RLV, c'est la seconde intercommunalité du Puy-de-Dôme, c'est 67 000 habitants, la numéro 2, donc après Clermont-Ferrand. On est juste à côté de Clermont-Ferrand, hein, vous voyez le petit schéma de la cathédrale de Clermont au sud, on est à 10 km de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, on bénéficie d'un certain nombre de services de l'agglomération clermontoise, par exemple l'aéroport qui est à proximité. Riom, Limagne et Volcan, c'est 31 communes, des grandes, des petites, des beaucoup plus petites. Vous voyez, Riom, c'est 20 000 habitants, et à 3 km de Riom, on a Varennes-sur-Morge qui fait pas plus de 400 habitants. Voilà, donc c'est une interco assez hétérogène par ses paysages, par son économie, par ses bassins de vie, par ses emplois. On peut le diviser assez facilement en 3 secteurs qui correspondent d'ailleurs aux anciennes intercommunalités d'avant 2017. Un grand secteur Est, avec comme pôle de vie Enza, qui se trouve au cœur de la plaine de la Limagne, un grand secteur agricole par excellence. C'est la plaine de la Limagne. Vous avez un secteur central autour de Riom, qui est sous-préfecture, un des 5 chefs-lieux d'arrondissement du Puy-de-Dôme. C'est le centre administratif et culturel du territoire. Et le secteur ouest, hein, c'est au cœur des monts d'Auvergne. Là, vous êtes dans le périmètre UNESCO d'ailleurs, chaîne des Puys et Failles de Limagne, avec pour pôle de vie Volvic, Châtel-Guyon, c'est des noms peut-être qui vous disent quelque chose. Et on est, voilà, on bénéficie d'un réseau routier assez intéressant. Hein. Quand vous êtes à Montpellier, parce que vous êtes souvent à Montpellier, forcément, vous montez à Paris, ben, voilà, vous pouvez vous arrêter sur le territoire Riom, Limagne et Volcan. On ne se serrera pas la main, mais je pourrais éventuellement vous payer un café. Et même chose entre Bordeaux et Lyon. Voilà, on est au cœur de ce secteur-là, avec une accessibilité plutôt sympa. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste des compétences de l'Interco. Voilà, on est un groupement de communes, on a des compétences, on a des champs d'intervention divers et variés, nombreux. On touche un petit peu à tout. Ces compétences obligatoires ou facultatives, on les exerce de manière entière ou partielle. Bon, on fait pas mal de choses, effectivement. Et c'est effectivement autant de compétences qu'on met en œuvre grâce au dynamisme du tissu économique qu'on peut avoir. L'économie de Riom, Limagne et Volcan, c'est 6 000 établissements économiques, des entreprises phares que vous connaissez sans doute. On parlait de Volvic, c'est la société des eaux de Volvic, hein, du groupe Danone. C'est Limagrin, le 4e semencier mondial, qui se situe sur notre territoire aussi, avec sa filiale Jacquet-Brossard. Ce sont des filières dans la pharmaceutique, par exemple. Le groupe Fareva, le groupe Carbogène, qui ont des têtes de pont à l'international. On a une technopole qu'on appelle le Biopôle Clermont-Limagne, dans le domaine des biotechnologies, qui est aussi une pépite. On a des grosses entreprises dans l'électronique, dans l'industrie également. Et puis, dernièrement, le groupe Bacassier a recentré toutes ses activités dans une friche industrielle de la ville de Riom. Le rôle de RLV, c'est donc effectivement la gestion de nos 21 zones d'activité. Elles sont industrielles, logistiques, artisanales, un petit peu comme partout. On a tertiaires. On a également des zones d'activité commerciale dont on s'occupe un peu plus particulièrement dans la mesure où on essaye de maîtriser voilà, c'est une des politiques hein, de Riom, Limagne et Volcan, c'est la maîtrise du développement des surfaces commerciales en zone d'activité commerciale, avec pour objectif la revitalisation des centres-villes, comme je pense beaucoup d'intercommunalités et beaucoup de bassins d'emploi. RLV, c'est aussi la gestion d'un immobilier locatif. Hein. On essaye de mettre à disposition des professionnels tout un panel de solutions immobilières ou foncières. On est aussi propriétaire de multiples ruraux. 2, 3 grandes communes importantes comme Riom, Châtel-Guyon, Volvic, mais on a aussi beaucoup de communes rurales qui risquent de perdre en attractivité. Donc nous prenons la main sur les communes où on n'a plus de commerce pour y installer des multi-bureaux. On a des boulangeries, on est propriétaire de boucheries ou de restaurants par exemple. On propose aussi l'accès à des pépinières ou des hôtels d'entreprise dans tous les domaines, dans le domaine tertiaire, dans le domaine des biotechnologies, effectivement au sein de notre technopole, ou bien encore des solutions pour l'artisanat. On a aussi une chose assez inédite, on appelait ça la pépinière de logement. Ce sont 5 logements que nous équipons, que nous meublons et que nous pouvons mettre à disposition de cadres en mutation, par exemple, ou de créateurs d'entreprises. On sait que nombre d'entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter. Donc, on propose cet outil-là. On propose des loyers modiques. Ça se situe aussi sur la ville de Volvic. Mais voilà, on a 5 appartements qui peuvent être mobilisés du jour au lendemain.
Moi, pour la petite histoire, un jour, je suis allé à l'aéroport justement d'Olna pour chercher un cadre en mutation. Il venait du Japon. Donc, il est arrivé du Japon, enfin, pas directement du Japon parce qu'on n'a pas des lignes régulières, nous, Clermont-Tokyo. Mais voilà, je suis allé chercher dans l'avion et le soir, je l'ai installé à la pépinière de Volvic. Voilà. Donc, on essaye de faciliter un maximum la vie des entreprises. Et je vous parlais aussi du pôle attractivité. Le pôle attractivité, c'est le tourisme. Hein. Le point de vue touristique, c'est crucial pour le territoire d'Orient-Limagne-Volcan. Comme je vous disais, on a une situation idéale au sein du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, dans le périmètre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on a les activités de pleine nature qui représentent une part importante de notre économie. L'établissement thermal de Châtel-Guyon aussi, les circuits pédestres, les circuits VTT. Il y a de quoi faire. Et je disais aussi, voilà, on a aussi on met en place des actions en faveur de l'agriculture, effectivement, la promotion des énergies alternatives. Et d'ailleurs, sur le parc d'activités dont je vais vous parler dans quelques minutes, on y installe une station qu'on appelait multi-énergie. Dans le mois de juin sera mise en service cette station-là qui permettra de livrer des carburants alternatifs pour les entreprises du parc, mais aussi de la France entière, en gaz naturel véhicule, bientôt en hydrogène et en électrique, effectivement. Je parlais aussi de la revitalisation des centres-villes. On a aussi un énorme travail dans le recensement et le traitement des friches industrielles, comme un peu partout en France, effectivement. Et écologie industrielle et territoriale, effectivement. Et donc cette étude-là, Cindy vous disait qu'il fallait choisir une zone d'activité pour pouvoir la mener, cette étude. Et donc on a rapidement fléché notre intérêt sur le parc européen des entreprises d'Orient. Un petit peu pompeux comme nom, mais voilà, c'est une grande zone plutôt mixte, hein, une zone qui fait 72 hectares, c'est l'une des plus grandes zones d'activité du territoire. Vous savez, on est sur un secteur où l'agriculture compte beaucoup, donc on fait attention à la densification, à faire attention à l'étalement urbain. Alors c'est une ancienne zone d'activité, hein, elle a été créée dans les années 80, donc effectivement on a 70 hectares qui est plutôt pas mal. On ne l'étendra pas, cette zone d'activité, on essaye au contraire de la remplir. C'est une des plus grandes, c'est une des plus intéressantes en termes de nombre d'emplois aussi. On a plus de 1000 emplois sur cette zone-là et on a 28 entreprises qui sont installées actuellement dans plusieurs filières, surtout dans l'industrie de fabrication, de mobilier, de l'électronique, la mécanique, la chimie. On a 13 entreprises. On a 5 sociétés de logistique, 3 sociétés de BTP. On a aussi de l'agroalimentaire, des services, de l'artisanat, la récupération des déchets. Un peu d'illustration, 72 hectares, à proximité de l'autoroute A71 et du diffuseur d'Orient. Et les 28 entreprises. Voilà, donc en notre qualité d'aménageur, on s'efforce toujours d'avoir des pistes de travail pour améliorer, dynamiser et toujours renforcer l'attractivité de nos zones d'activité. Donc on a toujours des constats, des enjeux, des projets. C'est effectivement faire vivre, numéro 1, c'est faire vivre l'association des entreprises de la zone d'activité. L'un des points qui nous a fait choisir, nous, au SBA et à Maceo, cette zone d'activité, c'est la présence d'une association de zones qui vivait avant que l'étude prenne la tâche de cette zone d'activité-là et qui fonctionne pas mal. Plus d'une fois par an, l'association se réunit. L'association est force de proposition pour l'amélioration quotidienne de la zone. C'est lors de ces réunions-là que les entreprises rencontrent nos élus, qui sont toujours d'ailleurs au rendez-vous. Et cette association-là, voilà, c'est notre contact privilégié avec les entreprises de la zone. Le deuxième constat, c'est que la zone d'activité, bien qu'elle soit bien entretenue, elle est vieillissante et elle nécessite des travaux d'aménagement assez importants. Il y a quelques années, on a injecté 500 000 € pour de la réfection de voirie. On va sans doute remettre 200 000 € aussi l'année prochaine. Il faut on a une grosse question sur la réfection des réseaux. Voilà, donc s'occuper des zones d'activité, ça consomme effectivement du temps, soit que ça consomme aussi pas mal d'énergie, et voilà, ça sera à répondre aux demandes ponctuelles des entreprises. La zone d'activité du PER, on appelle PER d'ailleurs, hein, PER c'est l'acronyme de Parc européen des entreprises d'Orient, donc voilà, et on ne dit pas pire, on dit PER parce que c'est pas pire.
Le troisième enjeu, c'est être proactif pour de nouvelles thématiques sur la zone d'activité, notamment liées au développement durable et à la transition écologique. On est en train de se poser des questions sur la gestion des eaux pluviales, effectivement. On a tout un réseau de fossés. Alors, sur le PR, effectivement, mais aussi sur toutes nos zones d'activité de Limagne, on a des réseaux de fossés, de bassins de rétention qui se remplissent assez régulièrement maintenant, hein, et de plus en plus. Donc, la question de la récupération de ces eaux pluviales et éventuellement de la réutilisation pour l'agriculture est aussi une thématique que l'on regarde de très très près. On a aussi des thématiques concernant la sécurité, bon, toutes les questions de vidéosurveillance, de clôture. On essaye d'aménager la zone avec les préconisations de nos collègues des différents services, dans le cadre notamment du plan climat-énergie territoriale qu'on a mis en place sur RLV, avec des questions liées à la végétalisation, la création d'espaces arbustifs pour la biodiversité, par exemple. Le quatrième objectif sur cette zone-là, c'est terminer la commercialisation de la zone. Il ne reste pas grand-chose. Il me reste un terrain de 25 000 m² sur lequel j'ai déjà plusieurs projets, donc ça devrait aller assez rapidement. Et le cinquième projet sur cette zone d'activité-là, je viens d'en parler, hein, c'est l'installation d'une station multi-énergie avec mise en service au mois de juin pour permettre notamment aux entreprises de logistique du secteur de pouvoir bénéficier de ces énergies alternatives-là. Voilà, donc cette petite présentation, j'espère que ça vous a permis de vous rendre compte la taille de RLV. Ce n'est pas une grande interco, c'est une interco même plutôt modeste, mais avec plein de projets. Et bon, on est là pour une première expérience sur le parc européen, mais on espère bien, et c'est l'objectif pour 2021, 2022 et les années qui suivront, c'est de renouveler et de réexpérimenter, d'appliquer cette étude-là sur les autres zones d'activité du territoire. On a déjà quelques idées en tête. Et bon, voilà, rendez-vous peut-être fin 2021 pour voir comment ça s'est passé sur les autres zones d'activité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour cette présentation de Rio, Limagne et Volcan. Pour compléter aussi ce que tu disais, d'ailleurs, c'est juste un petit peu d'illustration, rien d'extraordinaire. Pour illustrer ce que tu viens de dire, donc, comme vous l'avez vu, on a commencé par caractériser des territoires, donc des intercos, qui sont sur le territoire du SBA, et puis la prochaine étape, c'était vraiment de trouver son terrain d'action. Et pour trouver son terrain d'action, on avait analysé le potentiel exactement de 6 zones d'activité que vous voyez affichées ici, en fonction de divers critères que nous donne Adali, donc des critères physiques, c'est-à-dire est-ce qu'il reste du foncier disponible, etc., des critères géographiques proches d'un aéroport, une voie ferrée, des autoroutes, etc., des attractivités économiques, le nombre d'entreprises présentes, quel secteur d'activité, des attractivités juridiques, toujours, est-ce qu'il y a des labels, des certifications, est-ce qu'il y a des zones protégées à proximité ou sur la zone, et puis une attractivité sociale et organisationnelle, est-ce qu'il y a déjà des échanges qui se font, une association, est-ce qu'il y a déjà des synergies ou pas, enfin, tout un nombre d'indicateurs qui nous permet d'analyser les zones d'activité et de voir leur potentiel. Donc là, vous avez la visibilité des 6 zones d'activité que l'on a vues, et vous voyez que le parc européen des entreprises n'intervient qu'en 3e en termes de potentiel, la première zone étant le biopôle Clermont-Limagne que vous a parlé Jean-Charles, et qui présentait le plus de potentiel UIT. Mais pourquoi avoir choisi le parc européen des entreprises de Riom? Parce qu'il présentait un fort potentiel social et organisationnel, dû aux interactions, aux participations et aux coopérations qui avaient déjà en place et qui étaient beaucoup plus avancées, par exemple, que le biopôle, où il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient faites et pas forcément des besoins. Comme le disait Jean-Charles, on était sur une zone vieillissante, des années 80, encore aménagée, avec encore des besoins liés à son aménagement, aussi à sa revitalisation, mais aussi des besoins que ressentaient les entreprises. Et puis ce besoin, notamment, c'était un des points que l'Association des entreprises du parc européen avait notifié, notamment son président, qui est Rodolphe Bonhomme, qui avait un besoin de redonner un nouveau souffle et une nouvelle dynamique aussi à l'association. Donc, voyant les besoins des différents acteurs ressources de ce territoire-là, les élus ont choisi d'agir et d'expérimenter cette démarche EIT sur le parc européen des entreprises de Riom.
Et de ce choix-là, donc là, on arrive vraiment, on a la stratégie, on a caractérisé les potentialités du territoire, on arrive à la phase décisionnaire avec les élus qui ont choisi le terrain d'action, et là, on attaque la phase opérationnelle, c'est-à-dire la phase avec les entreprises, où une fois que tout est validé politiquement et que la stratégie est validée, on peut enclencher les actions. Des actions qui sont quand même longues à mettre en place, puisque le projet date de 2017. On a commencé réellement avec le SBA 2017. On a commencé avec RLV en 2018 et avec les entreprises aussi en 2018. Et là, l'idée, c'est d'aller voir chaque entreprise, d'apprendre à les connaître, de savoir leurs besoins et de savoir sur quoi on agit prioritairement. Plusieurs actions ont été réfléchies et menées. Des actions sur la mutualisation du flux palette, des actions sur le polystyrène également, des actions sur des achats responsables, de services, etc. Et une action a retenu beaucoup notre attention et a nécessité pas mal de réunions de travail qui se fait autour du le label EcoRespire qui félicite les entreprises qui ont une démarche responsable et territoriale et sociale et économique sur leur zone d'activité. Ce label se construit par rapport à une charte que les entreprises signent. Et c'est une action remarquable parce que d'une, elle a à terme de valoriser les entreprises et le territoire, de mener des actions et de les féliciter pour les actions conduites tout au long de l'année, mais aussi d'avoir un réel partenariat public-privé, parce que est signataire de la charte également le SBA et RLV, notamment RLV qui a aussi la gestion de cette zone d'activité, notamment des espaces verts qui sont sur la partie publique. Et cette action remarquable a aussi impliqué les entreprises et à savoir aussi, est-ce qu'on veut une zone esthétique ou deux, est-ce qu'on veut une zone responsable? Et là, je pense que le mieux pour vous en parler, ce sont les chefs d'entreprise que j'ai conviés aujourd'hui, donc Joël Perret et François Paradis, qui sont sur les deux, qui sont sur les zones d'activité et qui vont vous présenter leur activité, mais aussi leur vision de cette démarche EIT, leur vision d'entreprise. Et je pense que Joël, je vais te laisser la parole, si tu es là. Je suis là. Parfait. Vous m'entendez tous, vous me voyez? Très bien. Tout va bien, ok. Merci d'abord pour toutes ces introductions et toutes ces descriptions. Donc moi je vais essayer, je n'aurai pas une belle présentation avec tout un tas de petites choses qui bougent. Je verrai juste mon logo pour l'instant. Mais je vais essayer simplement d'illustrer un peu sur des choses très concrètes par rapport à tout ce projet. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner pour des entreprises comme la nôtre. Alors tout d'abord, Stevia Natura, c'est quoi? D'abord, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Joël Perret, je suis le directeur et le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Stevia Natura, qui est encore on peut appeler ça une TTPE, puisqu'on est une dizaine de personnes, dont l'objectif est de produire un édulcorant naturel, donc un substitut de sucre naturel, à partir d'une plante qui s'appelle la stevia, Stevia rebaudiana bertoni, et qui est une plante qui est d'origine sud-américaine, plus précisément paraguayenne, donc Amazonie, dans le sud Brésil et le nord de l'Argentine. Et donc, je vous ai dit édulcorant naturel, donc quand on dit édulcorant naturel, c'est naturalité. Donc notre démarche, elle va être de toute façon systématiquement de développement durable, éco-responsable, et de faire en sorte au maximum d'avoir un impact positif sur l'environnement, puisque on travaille donc dans le domaine agricole et dans le domaine naturel. Donc aujourd'hui, la stevia, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis une cinquantaine d'années, notamment en Asie. Et pour ne rien dévoiler, les Chinois sont aujourd'hui les maîtres de ce marché, puisqu'ils tiennent grosso modo à peu près 90% du marché mondial entre leurs mains. Mais comme pour beaucoup d'autres activités, ça veut dire quelque chose qui est produit assez loin, qui est produit et qui nécessite des transports, etc. Donc nous, notre démarche, elle est d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Et pour ça, on va travailler dans deux secteurs. On va travailler d'abord dans le secteur agricole, qui va consister à faire pousser de la stevia. Je vous ai dit que c'était une plante qui était sud-américaine. Le Paraguay, c'est une plante tropicale. Mais un de nos objectifs, c'est de l'adapter
objectif qui est en cours de finalisation d'ailleurs, c'est de l'adapter à nos conditions pédoclimatiques plus septentrionales, et donc de la faire pousser en Europe, et si possible, je dirais, au plus près de l'usine. Je ne demanderai pas à Jean-Charles de me faire des terrains juste à côté de l'usine pour faire pousser de la stevia, mais pourquoi pas dans le futur. Donc une démarche agricole avec un respect, bien entendu, de la biodiversité, l'utilisation optimale des terres, des cultures raisonnées, voire des cultures bio. Et puis aussi un point important qui fait partie de toute cette volonté, on dirait, environnementale, mais aussi sociale, une vraie rémunération pour les agriculteurs, de manière à ce qu'ils puissent profiter pleinement de la rémunération de leur travail. Et puis un autre aspect, une autre démarche, elle, sur le plan industriel, c'est toute la partie transformation de cette plante en ce produit édulcorant destiné principalement à l'agroalimentaire en tant que substitut de sucre. Donc là, c'est une usine, c'est des emplois industriels pour faire de l'extraction. Alors tout ça, ça veut dire aussi que quand on a une activité industrielle et qu'on se veut éco-responsable, eh bien, on doit avoir une réflexion sur l'utilisation optimale de l'énergie, des intrants, la réduction de ces intrants, hein, de cette énergie, la valorisation de nos déchets, de nos coproduits, etc., etc. Donc tout ça, ça génère un certain nombre de besoins qu'on a trouvé intéressants comme solution à travers la démarche EIT et la démarche surtout EcoRespire, à travers ce label et ce projet conduit par Maceo et par le SBA et par RLB. Effectivement, quand on a ce type de démarche, bon, on peut tout gérer individuellement, hein. On peut prendre on peut faire des contrats avec des gens qui vont récupérer nos palettes, qui vont récupérer nos cartons, qui vont récupérer nos plastiques, qui vont traiter les eaux usées que l'on évacue, qui vont nous faire de l'énergie à des coûts intéressants, que ce soit du gaz, de l'électricité ou tout ça. On peut avoir cette démarche de manière individuelle, et je pense que la plupart des entreprises y vont, mais il se trouve que c'est intéressant de l'avoir aussi de manière collective, à travers l'association du parc, et aussi à travers ce projet EIT EcoRespire. Parce que quand on est une petite entreprise, faire évacuer des palettes, par exemple, quand on en génère une dizaine ou une quinzaine par mois, on a un sous-traitant qui va venir. Il va venir une fois tous les longtemps parce qu'il faut qu'il remplisse son camion, sinon c'est pas rentable. Donc ça veut dire qu'il y a des palettes qui traînent pendant un certain temps à différents endroits, etc., etc. C'est juste un exemple pour illustrer, mais c'est un des intérêts qu'on peut trouver dans cette association et dans la mise en commun de problématiques communes. Donc, à travers le label EcoRespire et à travers ce projet, nous, on a effectivement trouvé des choses intéressantes. Un des premiers points qui a été mis en place, et qui là aussi est une démarche à la fois éco-responsable, mais aussi économiquement intéressante, ça a été la gestion des espaces verts sur l'ensemble du parc. On a réussi à mutualiser entre un certain nombre d'entreprises avec un prestataire qui s'est engagé là aussi sur une charte éco-responsable dans l'absence d'utilisation d'intrants chimiques, du respect de la biodiversité, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont concrètes et qui apportent un certain nombre de bénéfices à une entreprise comme la nôtre. Quand je parle de bénéfices, ça peut être des bénéfices sonnants et trébuchants. Le fait de mutualiser des services comme ça fait que ces services, globalement, sont plus efficaces et coûtent moins cher. Donc, économiquement parlant, c'est viable. Mais en plus, ça a aussi un intérêt qui est un intérêt, je dirais, écologique. Je vous parlais tout à l'heure des palettes ou des cartons. Si on fait des cycles de ramassage plus efficaces en mutualisant les choses, eh bien, on va avoir moins de véhicules qui circulent, on va être plus efficace en termes de transport, et donc on va diminuer l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. L'autre aspect qui pour nous est important et qui n'est pas encore complètement opérationnel aujourd'hui, mais sur lequel on réfléchit, et j'espère qu'on continuera à réfléchir avec les autres entreprises du parc, c'est la mutualisation des énergies, par exemple. Jean-Charles en a parlé un petit peu tout à l'heure.
à travers le projet photovoltaïque. Ça peut être des choses qui, quand on les gère sur le plan, je dirais, mutualisé, peut être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Moi, j'ai à titre personnel mis du photovoltaïque chez moi. J'ai juste un gros souci avec ça, c'est que mes panneaux solaires, ils sont très utiles quand j'en ai pas besoin. Par contre, dans une activité industrielle, quand les usines fonctionnent la journée, là où le photovoltaïque produit, ça pourrait être à la limite beaucoup plus intéressant au niveau industriel qu'au niveau individuel, parce que, bon, à part le week-end, on est rarement chez soi dans la semaine. La mutualisation des énergies, donc la mutualisation de la gestion des déchets, donc je pense que Laura en a beaucoup parlé. Ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles on a fait un certain nombre de trucs et qui aujourd'hui fonctionnent relativement bien. En ce qui nous concerne proprement dit, nous, on a encore du travail à faire. Je vous l'ai dit, on traite une plante, on extrait de cette plante un principe actif sucrant, et il nous reste des déchets végétaux. Alors, des déchets végétaux qui sont propres, puisque ce n'est pas une activité de chimie, mais une activité d'extraction. Mais il n'empêche que ces déchets végétaux, on doit pouvoir les valoriser à travers un certain nombre de filières. Retour au domaine agricole en faisant de l'amendement, en faisant je dirais un engrais bio quelque part. On peut aussi produire de l'énergie avec. On a fait des essais de compostage, de méthanisation. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à gérer. De même que nos effluents liquides, puisque le procédé de fabrication de notre édulcorant, il se fait dans un premier temps par une infusion dans l'eau, et que cette eau, ensuite, lorsqu'on lui a retiré le principe actif sucrant, il reste beaucoup d'eau qui a été en contact avec des végétaux. Donc ces eaux-là, il faut les traiter, voire les réutiliser. Pourquoi pas en arrosage avec les agriculteurs du coin, puisque là aussi, il faut réfléchir à une utilisation optimale de l'eau, d'autant plus que on commence de temps en temps à en manquer un petit peu. Voilà, donc tout ça, ce sont tout un tas de projets qu'il faut savoir mutualiser et gérer en commun. Et je dois dire qu'à travers l'association du Parc européen d'entreprises et le projet EcoRespire, le projet EIT dont on vous parle depuis maintenant quelques minutes, sinon quelques heures, on arrive à mettre en œuvre un certain nombre de choses qui nous font progresser. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus vite et d'aller plus loin? Les freins auxquels on se heurte, je dirais que le premier des freins, c'est le temps. On est tous, dans la coutume de dire, le nez dans le guidon. Et malheureusement, quand on se lance dans ce genre de projet, il faut avoir du temps à y consacrer. Et ce que l'on se rend compte, malheureusement, à travers notre association et ce projet, c'est que de temps en temps, on a un petit peu de mal à réunir tout le monde parce qu'ils ont tous des contraintes importantes. Et quand je dis des contraintes importantes, c'est d'une part des contraintes de temps, mais c'est aussi des contraintes, je dirais, de priorité. On a des activités qui sont tous différentes, même si on arrive à faire des choses en commun, et on n'a pas forcément les mêmes priorités. Et puis, de temps en temps, il faut savoir gérer ses priorités, et parfois, la priorité individuelle l'emporte sur la priorité collective. C'est bien malheureux, mais c'est un fait, il faut en être conscient. Et je dirais le frein principal, c'est les moyens. Quand je dis les moyens, c'est heureusement qu'on a eu Maceo, qu'on a eu le SBA, qu'on a RLV, parce que sinon, gérer ce genre de dossier sans avoir un projet, un leader, quelqu'un qui s'occupe de le faire bouger et de le faire avancer, c'est quasiment cause perdue. Il faut vraiment avoir des gens qui sont impliqués dedans au maximum. Là-dessus, je remercierai Laura, Cindy et Jean-Charles pour tout ce qu'ils font, parce que je pense que nous, en tant que chefs d'entreprise, on arriverait peut-être à faire des choses, mais pas autant que ce qu'on voudrait. Donc, c'est un frein important, il faut le savoir, il faut en être conscient. Pour conclure, parce que je vais pas être trop long, pour conclure, je vous dirais qu'est-ce que ça nous a apporté, nous, en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, on a une démarche éco-responsable qui nous satisfait, qui nous permet d'avoir, d'une part,
le label Eco-Respire, hein, et avec un suivi. C'est pas juste un label qu'on a un jour et qu'on colle sur notre façade ou sur notre barrière à l'entrée, mais il y a des indicateurs que l'on suit régulièrement et qui nous permettent de nous améliorer sans arrêt. Et ça, c'est aussi important par rapport à notre environnement, notamment par rapport à nos clients, par rapport à aux autorités, par rapport à nos fournisseurs, disons, par rapport à tout l'environnement qu'on peut avoir autour d'une entreprise. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont une démarche RSE, responsabilité sociétale, environnementale. Souvent, c'est des grands discours. Nous, cette démarche Eco-Respire, elle nous permet de montrer concrètement ce que l'on fait et ce qu'on est capable de faire et comment on peut avancer. Bon, effectivement, c'est peut-être une petite pierre, mais c'est une pierre qui va participer à l'édifice du monde de demain. Si le monde de demain doit exister un jour, en tout cas, ça permet de montrer qu'éventuellement c'est possible. Voilà. C'est ce que je voulais témoigner et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Joël. Pour compléter ton discours, je voulais ajouter un petit élément. Quand tu as parlé, par exemple, de la valorisation de l'eau qui sortait de ton process, c'est vrai que ça a été une des actions, par exemple, qui avait été identifiée lorsqu'on a fait les entretiens individuels et que j'ai rencontré l'entreprise Stevia Natura. C'est une des actions, des besoins, une des idées qui est sortie. Qu'on n'a pas pu mener, mais cette idée est ressortie, par exemple, quand on a mis en place la charte et comment optimiser notre utilisation de l'eau et cette consommation. Et on avait eu l'idée justement de pourquoi pas mettre un arrosage à partir de l'eau de Stevia sur la zone. Et c'est quelque chose qu'on a encore en réflexion. Et comme je disais, il y a aussi des démarches et des actions qui sont longues, qui nécessitent de regarder les process, faire des études de faisabilité et d'être volontaire. Et le temps aussi est un des freins que l'on rencontre, encore plus quand on est sur des périodes de crise comme on vit actuellement, où on a aussi d'autres priorités. Donc voilà, ce ne sont pas tous les besoins qui sont, auxquels on a des réponses, mais c'est des besoins que l'on garde en tête pour pouvoir les réaliser quand on en a le temps et quand on peut passer à d'autres actions, par exemple. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Joël pour ton retour. Un autre retour d'une entreprise de ce parc européen, c'est le retour de l'entreprise Optomachine, représentée ici par François Paradis. Et François, je vous laisse la main. Très bien. Vous voyez, vous m'entendez bien parce que je me suis connecté. Très bien. Très bien. Bon, parfait. Bon, alors bonjour à tous. Je suis content de participer un petit peu pour amener un petit témoignage que je vais vous proposer par l'angle de vue d'une petite entreprise. On est moins de 10 personnes. Et comment est-ce qu'on a agi, quels étaient nos problèmes, nos motivations et quels résultats est-ce qu'on ressort de cette démarche éco-responsable. D'abord, un petit mot sur l'entreprise. Optomachine conçoit et réalise des machines de mesure et de contrôle qui utilisent des techniques optiques, donc des caméras vidéo, du traitement d'images, pour faire des contrôles automatiques sur des pièces, de l'inspection de surface, de la recherche de défauts. Voilà. Alors sur quel genre de produits? Des pièces automobiles, des graines, on travaille beaucoup pour l'agronomie, pour du comptage et du traitement sur des graines, sur des assiettes émaillées, etc. Toutes sortes de produits divers. Vous comprenez que si on conçoit, qu'on fabrique des machines, on est obligé de maîtriser un certain nombre de technologies. Bien sûr, on fait de la conception, on fait de l'électricité, on fait de l'informatique, du traitement d'image, on fait des superviseurs, du pneumatique, de la mécanique, de l'automatisme, donc des choses très, très variées. Et pour fabriquer une machine, eh bien, on commence par couper de la matière première, donc de la ferraille, de l'aluminium, des choses comme ça. On fait des mécano-soudures, on fait de la peinture industrielle au pistolet, on fait du montage, du réglage, bien sûr, du câblage électrique, on expédie nos machines. Donc, vous voyez, on a un certain nombre beaucoup on va dire, de corps de métier différents. Et il s'ensuit que dans notre problématique déchets, eh bien, on est face à deux difficultés. La première difficulté, c'est qu'on a une grande variété de déchets du fait de cette diversité d'activités. Et d'autre part, c'est tout en petite quantité.
Donc, grande variété, petite quantité, ben, c'est une double difficulté. À la limite, on peut se dire pourquoi se casser la tête pour si peu de ferraille qui est à mettre à la benne, si peu du polystyrène qu'on récupère dans nos emballages, tous ces cartons, etc. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et alors, quelle est notre motivation? Notre motivation, on va simplifier un petit peu, elle est double. D'abord, c'est un peu écœurant de jeter n'importe comment, de tout mélanger et de savoir que ça ne peut pas être valorisé, donc ça va être enfoui d'une certaine manière. On a quand même des enfants auxquels on devra rendre des comptes et qui nous demandent déjà d'ailleurs des comptes. Et j'allais dire, travailler un peu n'importe comment comme ça nous gêne par un certain côté. On peut dire c'est un peu écœurant, quoi. Et puis l'autre point, il ne faut pas oublier qu'on est auvergnat et qu'on se dit, est-ce que tout ça, au lieu de le jeter, est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser certaines choses pour au moins absorber les coûts de traitement ou même récupérer un petit peu d'argent là-dessus. Et alors, on a la chance d'être dans une zone industrielle où il y a un certain nombre d'entreprises qui sont réunies dans cette association du Parc européen d'entreprises d'Orion, dans lequel on a déjà mutualisé le gardiennage, je ne vais pas y revenir, ainsi que d'autres choses. Joël en a parlé tout à l'heure. Donc on a cette chance. On a eu donc effectivement l'aide de Maceo et de RLV et de la SBA, qui ont été les moteurs de toute cette démarche, bien qu'il y ait chez nous de la demande, quoi. Enfin, moi, j'étais demandeur de cette problématique depuis longtemps. J'avais essayé d'aller voir mes voisins. Il y en a un qui fait beaucoup de mécano-soudure. Est-ce qu'on pourrait lui donner un peu nos déchets? Mais lui, il n'était pas d'accord. Donc, ça ne s'est pas fait. Et puis... donc on était un peu coincé et grâce à cette démarche, on a pu avancer. Et donc je ne vais peut-être pas revenir sur le détail dont les choses se sont passées, mais en gros, Maceo et Cindy en particulier ont cherché à contacter tout le monde pour pouvoir voir quels étaient les déchets de chacun, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme mise en commun, quelles étaient les filières de revalorisation. Et puis, on a essayé de regarder à la fois des débouchés communs, puis parfois aussi des débouchés individuels. Donc la démarche, si vous voulez, elle était à la fois extérieure à l'entreprise pour pouvoir définir qu'est-ce qu'on pouvait regrouper et comment les évacuer, et puis aussi à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait isoler les déchets par catégorie. Et puis, on regardait aussi quelque chose de très, très concret. Quand on a remis ensemble tous les déchets de l'entreprise, comment est-ce qu'on les porte à celui ou comment est-ce qu'on les évacue vers le groupage, on va dire, avant la récupération par les organismes qu'on peut trouver aux alentours. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, on est arrivé à une petite, j'allais dire un tableau, tout simple, que je ne vais pas vous l'afficher parce que c'est un peu compliqué, mais on a en gros 4 colonnes. La première colonne, c'est quels déchets? Donc, il y a de l'acier, il y a de l'aluminium, du bois, de l'isorel, il y a de la céramique, puisque quand on travaille sur les assiettes, de temps en temps, on en casse. Des déchets électriques, du cuivre, des palettes en bois, beaucoup de matériaux de calage, du polystyrène, des piles, enfin, vous voyez, il y a de tout. Donc, on a fait des listes. Et puis, on a défini pour chacun de ces types de déchets un élément de collecte individuel. Donc là, on a investi, on a acheté des poubelles en grande quantité, de toutes les couleurs. Et on a fait, par exemple, des colonnes de poubelles à différentes, de bacs de récupération avec différentes couleurs. Le jaune, c'est le papier. Le bleu, c'est le déchet non recyclable. Après, on a du rouge pour tout ce qui est fil de cuivre, etc., avec une étiquette dessus pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ces petites colonnes, elles sont sur roulettes, donc on peut les déplacer près du poste de travail pour ne pas avoir de manutention. C'est vraiment, on déballe le composant qu'on va monter, on le déballe, on a le carton qui va là, on a le plastique qui va là, etc. On est direct, c'est le circuit au plus court, et c'est aussi ce qu'il y a de plus rentable, puisqu'on ne perd pas de temps à faire de la manipulation.
Ensuite, on a défini quel regroupement, donc la troisième colonne, c'est quel regroupement dans l'entreprise, puisqu'on part on va dire de bacs individuels. Après, on les collecte ensemble. Et puis après, on a défini quelles étaient l'évacuation. Alors l'évacuation, je vais juste donner quelques petites pistes parce que vous verrez qu'il y a des choses qui sont mutualisées, il y a des choses où on va directement dans la société de récupération. Donc par exemple, l'acier et l'aluminium, on va le porter nous-mêmes chez Veolia pour le valoriser parce qu'il est bien trié, etc. Tout ce qui est bois et Isorel, eh ben, c'est recyclé chez moi parce que je me chauffe au bois. Donc, et si vous voulez, la problématique est simple, c'est qu'on a des petites quantités, donc ça va bien, elles passent au poêle, elles passent en chauffage à la maison. Les céramiques et les gravats, on les emmène en déchetterie. Les déchets électriques, électroniques, ça va chez notre fournisseur principal de matériel électrique. Il y a bien sûr le déchet industriel banal qui est repris par le SBA. Les palettes, on partage avec Enedis. Alors Enedis, c'est EDF, ils sont juste de l'autre côté de la rue. Et donc régulièrement, quand on a une pile de palettes assez haute, eh bien, on appelle notre voisin et on lui emmène la pile de palettes. Donc en fait, on la lui donne et puis lui, il la valorise avec toutes les autres palettes qu'il récupère. Donc là, c'est un échange de bons procédés. Il se trouve aussi qu'il n'y a pas très loin, à quelques kilomètres de là, une autre entreprise qu'on connaît bien qui peut réutiliser le polystyrène expansé blanc propre. Donc là, on en collecte pas mal parce que pour faire des machines, on achète beaucoup de petits composants qui sont emballés et qu'il faut, donc on récupère du polystyrène en grosse quantité. Et là, c'est récupéré et réinjecté directement dans la production à 5 km. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'avoir des circuits différents. On essaye d'être pragmatique pour être efficace partout. Alors, donc, j'allais dire, comment est-ce que cette démarche a pu être fructueuse? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Ça, c'est plus pour après les déclinaisons ailleurs, dans d'autres régions comme la vôtre. Quels sont les démarches, les éléments qui rendent cette démarche fructueuse? D'abord, là, on est un groupe d'entreprises où on est proches les unes des autres. Et en plus, on est regroupé dans une association. Donc, on se connaît, on peut se parler, on n'est pas loin. Et si on doit juste traverser la rue pour transporter les palettes, c'est tout à fait acceptable. Si j'avais... bon, quand j'ai 5 km à faire, par exemple, pour le polystyrène, eh ben, on fait des gros contenants, des gros cartons de 1 mètre cube, de 2 mètres cubes, et puis on fait un trajet par an. Voilà, ça suffit pour nous. Donc, le premier point, c'est ces groupes d'entreprises relativement proches et puis assez unis. Ensuite, il y a l'animation par Maceo, par le SBA, par RLV, qui ont été très importants parce que, comme disait Joël, ce n'est pas un sujet qui est prioritaire, c'est très clair, mais il faut quand même le traiter parce que sinon on est envahi de déchets et on travaille mal, soyons clairs. Puis ça nous perd du temps et parfois aussi de l'argent. Donc il faut quand même un moteur pour pouvoir... et je veux dire, des gens comme Cindy ont un travail assez délicat parce qu'elle est obligée d'engueuler les patrons de boîtes régulièrement en leur disant allez, il me faut mes chiffres, il faut. Et donc, mais ça, elle se débrouille bien. Mais de temps en temps, il faut la soutenir aussi parce que c'est parfois pas très facile. Et puis, le dernier point, c'est que il faut bien organiser. Enfin, il faut qu'on connaisse bien toutes les filières de déchets régionales. Et parce que la collecte et la valorisation des déchets, c'est beaucoup moins intéressant si on est obligé de faire des dizaines ou des centaines de kilomètres pour les évacuer. Donc, quand il y a des filières régionales et qui peuvent être assez diverses, hein, comme cette entreprise qui réincorpore du polystyrène expansé. Donc, voilà, ça, c'est les points qui sont à regarder pour que la démarche fonctionne bien. Après, en termes de résultats, ben, qu'est-ce qu'on a? Je veux dire, c'est sympa de se rendre service mutuellement, parce que ça permet de se connaître. C'est un peu comme si on a une vie de village, quoi. On se rend service mutuellement. Alors ensuite, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais c'est qu'on est heureux d'avoir du déchet bien géré. C'est tout bête, mais c'est quand même important d'être heureux au travail. Et les salariés le sentent. Et pour eux aussi, parce qu'ils sont un peu dans la même démarche, il y en a certains, alors les sensibilités sont variées, mais il y en a certains qui sont un peu écœurés quand on travaille mal, quoi, quand on
on ne récupère pas les choses qui peuvent être récupérées, qu'on trie n'importe comment, etc. Donc tout le monde en trouve des bénéfices. Là, c'est pas du tout des espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est bon pour le moral, puis ça fait un peu plus de fierté de travailler, quoi. On travaille pas comme des cochons, quoi, voilà. Et puis aussi, un autre point, c'est que globalement, on vit dans un monde qui est plus propre, qui est plus rangé, parce que on sait où vont les choses, on sait comment les évacuer. Voilà, donc il y a un certain nombre de bénéfices. Quant aux bénéfices financiers, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Quand on arrive à un équilibre, pas de coûts supplémentaires, et c'est déjà pas mal. Et de temps en temps, quand on a des grosses quantités de ferraille, il y a des petits ou du fil électrique, on peut gagner quelques dizaines, quelques centaines d'euros, mais ça ne va pas chercher loin. Mais c'est juste pour faire plaisir à l'Auvergnat, ça. Voilà. Donc sur l'aspect environnemental au niveau de la zone, là Joël en a un peu parlé. Globalement, on apprécie de vivre dans un cadre propre, d'autant plus que nous on a une très belle vue sur, vous le voyez pas, mais j'ai le soleil qui arrive juste au-dessus du Puy de Dôme là, et on a toute la chaîne des puits avec des très beaux couchers de soleil en cette saison. Donc vivre dans un cadre propre et agréable, c'est quand même bien plus agréable et meilleur pour le travail. Et puis un cadre sain, donc sans les produits phyto, etc. Donc là, on est tout à fait preneur de cet élément. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu des démarches communes où il y a des mises en commun, par exemple pour les espaces verts, sauf que moi, je n'en fais pas partie parce que j'ai une autre manière de gérer, je préfère faire comme ça. Et puis, ça ne me déplaît pas de tailler un petit peu mes arbres de temps à autre. Donc, voilà, il faut que ce soit sous la forme du volontariat. Et il y a d'autres choses comme le gardiennage qui est mutualisé, ça c'est très bien. Voilà, donc quelques clés pour voir comment est-ce qu'on a pu gérer ça en étant un petit, avec une grande diversité de déchets et des petites quantités, au sein de tout un ensemble, et qui est avec une méthode de travail qui a déjà porté des fruits, puis qui en portera d'autres, parce que la démarche avance. Plus ou moins suivant la conjoncture, mais il y a une volonté d'avancer dans tous ces sujets-là. Voilà, j'espère que j'ai tenu mon timing. Et très bien, François. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'aimerais rajouter un compliment et quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est qu'au sein de vos entreprises, vous avez, avec vos salariés aussi, mis en place vos propres procédés de recyclage et c'est quelque chose qui a été bien accueilli. Et moi, c'est ce que j'avais aussi retenu des salariés parce qu'ils sont aussi impliqués dans la vie de l'entreprise, c'est aussi des usagers de la zone d'activité et ça a été plutôt bien accueilli et une certaine fierté en était ressortie et c'est ce qui était ressorti des visites d'entreprise qu'on avait fait chez Optomachine. Oui. En fait, il y a une certaine attente implicite, c'est-à-dire qui n'est pas exprimée par un certain nombre de gens. Ce n'est pas la totalité, mais souvent une majorité. Et puis, on a eu l'occasion aussi d'échanger avec l'EDF, là, qui est de l'autre côté de la rue, parce qu'eux, ils ont des grosses quantités de déchets et ils sont très organisés, très structurés. Donc, c'était l'occasion de visiter l'entreprise avec eux et on a vu un peu comment ils étaient faits. Et puis, on s'est dit, ah bah oui, tiens, là, il y a des bonnes idées qu'on pourrait reprendre. Et puis, bon, il y a d'autres cas, non, nous, ça ne nous concerne pas, mais voilà, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu aussi la vie de village qui est sympa, quoi. Okay, merci beaucoup François pour ce témoignage également. Et merci aussi à Joël, Laura et Jean-Charles qui ont su partager leur vision et aussi la démarche qui se mène dans le Puy-de-Dôme et qui a déjà 3 ans et qui, je l'espère, arrivera et aboutira sur d'autres projets et d'autres actions plus significatives. J'aimerais quand même qu'on finisse ce temps d'atelier avec les questions des participants aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, Benoît, s'il y a eu des questions sur le chat. Il y en a une finalement qui va te concerner toi, mais tous les témoins d'aujourd'hui, effectivement, c'est une question, littéralement, milieu rural où les zones d'activité sont plutôt réduites. Quel est le bon périmètre pour, d'une part, identifier les projets et, d'autre part, assurer la réussite des synergies, hein. Voilà. Alors là, je répondrai que par bon périmètre, il n'existe pas de bon ou moins bon périmètre, mais des périmètres avec du potentiel.
Et sur des zones d'activité, on l'a vu le cas sur d'autres démarches que l'on a accompagnées à Maceo, sur des zones très rurales avec des zones d'entreprise qui peuvent juste concerner 2, 3 entreprises, 4 entreprises au maximum. On fait une sorte de grappe de zones d'activité où on allie les acteurs économiques de ces 3, 4 zones d'activité qui se situent pour trouver des solutions, tout en sachant que beaucoup d'études et d'analyses de chercheurs ont montré qu'une démarche est viable économiquement, environnementalement, quand on se situe dans un périmètre et un rayon de 30 km autour de l'action. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire de la mutualisation, des synergies inter-zones d'activité si on se situe bien dans ce rayon des 30 km qui est tout de suite plus viable environnementalement et économiquement pour les entreprises. Quant à la survie de la pérennité, ça dépend de beaucoup de choses. C'est des moyens qu'on y met. Et là, je parle des moyens humains parce qu'à travers les témoignages, on l'a vu, c'est notamment des 2 entreprises, c'est beaucoup d'animation, c'est beaucoup de suivi et c'est un travail en back-office qui doit se faire et on est là. Et il faut bien le retenir pour faciliter la vie des entreprises. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur rajouter du travail en plus ou des problématiques en plus, mais on essaye de faciliter la vie de ces acteurs économiques sur le territoire, qu'on soit comme Jean-Charles, chargé de mission développement économique, ou comme Laura, chef de projet économie circulaire, ou comme moi en termes d'animation. Donc voilà, c'est beaucoup d'animation. Et puis, il faut avoir aussi autour de la table des entreprises volontaires. Et on avance que parce qu'on a des entreprises volontaires et qui ont aussi l'envie d'y aller et de faire des choses aussi dans ce sens-là. Et puis, il faut aussi avoir conscience... on ne parle pas forcément les démarches sur le bout de l'environnement. L'environnement, c'est certes quelque chose qu'on doit prendre en compte pour notre avenir à tous, pour qu'on puisse continuer nos activités. Parce que quand on dit que, par exemple, en 2050, il n'y a plus de pétrole, donc ça veut dire plus de plastique, plus rien. Donc, il faut aussi envisager et appréhender les difficultés qui font face à nous. Et les appréhender, c'est réussir aussi par la suite. Donc, il faut bien ces acteurs volontaires. Et assurer la pérennité, c'est assurer aussi cette animation de démarche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai vu Joël Perret qui a levé la main. Ah, donc Monsieur Perret, on vous écoute. J'ai vu qu'on voyait qu'on avait levé la main, c'est bien. Non, je voulais juste ajouter, pour compléter ce que tu dis, Cindy, et pour répondre un peu à la question aussi, je pense que François y a un peu répondu, on est tous les deux des petites entreprises, donc je ne crois pas qu'il y ait à définir un périmètre idéal, etc. Je vois que la démarche la plus importante, c'est déjà de bien analyser les choses et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en commun. François a répondu en disant il y a un certain nombre de choses que je fais moi-même, y compris je recycle mon bois dans ma cheminée. Donc il ne faut pas se forcer à vouloir systématiquement tout faire en commun parce que c'est pas, dans certains cas, c'est pas possible. Donc il n'y a pas vraiment de périmètre. Je crois que l'idée, c'est, pour compléter ce que dit Cindy, c'est de voir quel est l'état général dans la région, dans les fameux 30 km, et puis de se dire, est-ce qu'il y a dans ces 30 km ou dans cette proximité des choses qu'on peut faire en commun, et est-ce que c'est à la fois économiquement et écologiquement viable? Sinon, après c'est aussi une démarche, il ne faut quand même pas oublier, c'est aussi une démarche individuelle, et François l'a bien dit, si la démarche, s'il n'y a pas de solution commune, il y a des solutions individuelles toujours. Merci. J'ai une autre question, si vous avez fini, Monsieur Perret, je ne vous coupe pas? Non, bon. J'ai une autre question effectivement de Bruno Garde qu'il faut savoir est auvergnat, il vient de votre territoire, donc il connaît parfaitement bien votre territoire. Il demande quel est le temps passé par Maceo, l'association Maceo, SBA et la communauté d'agglomération qu'on a entendu en début d'intervention sur cette action d'animation en vue de l'opération collective. Alors, je pense que la question vaut aussi en termes de financement et de montants financiers qui ont été mobilisés derrière. Je vais commencer, puis je pense que Laura et Jean-Charles vont compléter par la suite. Comme je disais, le temps, l'animation, nous, c'est la mission qui nous a été octroyée par le SBA pour répondre aux objectifs qui nous avaient conduits. Et on s'était fixé une trentaine de jours d'animation sur les premières années, donc les 3 premières années globalement, pour produire cette animation, trouver les actions, trouver le temps et avoir le temps d'aller à la rencontre de ces entreprises et puis aussi d'animer les comités techniques parce qu'autour de la table, il y a quand même des partenaires
Et ces partenaires attendent aussi qu'on réponde à leurs objectifs et à leur mission, puisqu'on est bien sur une démarche collaborative et coopérative. Donc, c'était le temps qu'on s'y était alloué. Et après, je sais que Laura et Jean-Charles aussi passent du temps sur cette action-là. Et je vous laisse prendre la parole. Oui, oui, effectivement. Moi, je ne sais pas exactement le nombre d'heures que je passe à ce projet-là. Après, on y passe quand même beaucoup de temps, effectivement, parce que déjà, on participe à tous les comités techniques, tous les ateliers. On travaille aussi énormément avec Cindy, toujours pour se coordonner, pour savoir ce qu'on va faire. Voilà, c'est du travail hebdomadaire. Hein. Je crois bien hein, qu'on se contacte à peu près toutes les semaines. Et après, c'est aussi en termes de production de contenu pour les ateliers, pour aller chercher des solutions, pour élaborer aussi le référentiel du label Ecorespire. C'est vrai que ça nous a pris du temps aussi. Donc, Cindy, elle élabore énormément de contenu, tous les PowerPoint, les présentations, c'est elle qui les fait. Mais après, on en discute beaucoup aussi. Donc, c'est vrai que voilà, faut pas négliger le temps à passer sur ce genre de démarche. Ça, c'est sûr que voilà, je pense qu'il faut y consacrer du temps pour que ça fonctionne. Et en complément, d'ailleurs, Laura, c'est vrai que tout ce travail de back-office, il est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on allait arriver devant les entreprises et qu'on leur a proposé des prestataires pour une gestion mutualisée des espaces verts, eh ben, on a dû regarder en amont, comme le fait d'aller trouver des prestataires pour la valorisation du déchet carton, par exemple. Eh ben, il y a eu un travail en amont de sélectionner des entreprises plutôt vertueuses qui valorisent au local les cartons, voilà, ou à trouver des solutions. Et ça prend aussi du temps parce qu'il faut quand même arriver, et au début, ce n'était pas forcément le cas, tout au début de la démarche, mais vraiment, maintenant, quand on va voir les entreprises, on essaye d'avoir des solutions déjà à leur proposer. C'est là, quand je rejoins et que je dis qu'il faut faciliter la vie des entreprises, c'est proposer déjà des solutions et savoir si elles y vont ou si elles y vont pas. Hein. On est bien dans une démarche volontaire après par la suite, elles ne sont pas obligées de suivre. Mais voilà, arriver avec ces solutions là aussi permet d'avoir un travail en amont, mais aussi d'arriver à des choses un peu plus concrètes lors des ateliers avec les entreprises. Je ne sais pas si Monsieur Fauchia veut compléter le propos, son implication et son temps d'implication. On l'a perdu, vraisemblablement. Mince, c'est dommage, je voulais moi-même lui poser une question du coup, parce que peut-être que vous allez pouvoir me répondre tous ici. Il a fait état encore de parcelles qui étaient attribuées sur la zone dont j'ai pair, exactement. Est-ce que du coup ces critères de mutualisation, de coopération sont regardés par rapport à ces artisans ou ces industriels qui vont vouloir s'implanter sur la zone et qui seraient intéressés par le parcellaire restant? Ouais, excusez-moi, me revoilà. Petit ennui technique, mais je suis revenu. Vous m'entendez bien? Oui, très Voilà. bien. Je complète sur le temps passé. Déjà, je pense que c'est moi qui ai le moins travaillé sur le projet. Sans méchanceté, mais c'est vrai que c'est du temps qui est englobé, parce que sur les zones d'activité, j'y suis effectivement assez souvent, mais sur ce dossier-là, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que c'est Maceo qui a mené la barque sans problème. Et je pense que pour l'avenir, on doit se voir d'ailleurs dans pas très longtemps, mais on attend du renfort, et je pense que voilà, il y aura quelqu'un qui passera, je pense, 30% de son temps complet sur la problématique, pas seulement sur le PER, mais sur toutes les zones d'activité sur lesquelles on a l'ambition de mener cette étude-là. Sur la zone d'activité et sur les gens qui vont se greffer, est-ce que l'étude est un critère de choix, hein? C'était ça votre question. Alors c'est vrai, comme je vous indiquais, il n'y a plus beaucoup de surface constructible. On essaye de la remplir. Et bon, c'est mission quasiment accomplie. Et il me reste un terrain. Et étant donné la raréfaction des terrains sur le secteur, les gens se battent un petit peu pour s'installer. Après, effectivement, on a bien communiqué sur la labellisation, par exemple, et on m'en parle.
moi, j'ai eu 2 artisans qui sont à la recherche de terrain. Alors, c'est une zone industrielle. On donne la priorité vraiment aux industriels qui ont besoin d'une grosse quantité de foncier. Mais j'ai rencontré 2 artisans qui avaient pris connaissance de la labellisation sur dans la presse quotidienne régionale, hein, c'est la montagne, dans le secteur-là, et qui m'ont interrogé à ce sujet-là et qui auraient voulu effectivement en bénéficier. Donc, eux, ils seront installés un petit peu ailleurs sur une zone artisanale, mais ce sera l'occasion, justement, de mettre en œuvre cette étude et pourquoi pas cette stabilisation sur la zone d'activité. Je pense, moi, je pense que ça fera, voilà, que ce sera l'étincelle, que ce sera le petit plus qui fera que les gens voudront s'installer. Ok, merci. Je vais abuser du temps puisque je ne vois pas arriver d'autres questions, donc je me permets toujours de continuer la conversation. Justement, on parlait de la suite, donc j'ai entendu Monsieur Fauchier dire qu'il y avait d'avoir des moyens humains qui allaient être mobilisés sur ce sujet-là, et c'est une bonne chose. J'ai noté aussi que vous aviez une association au sein de cette zone PIR. Est-ce que son rôle a été limité finalement dans le cadre de l'action? Est-ce qu'il n'y a pas de ressources humaines affectées à cette association? Est-ce que ça ne pourrait pas être un vecteur justement de démultiplication et de mutualisation pour apporter encore plus de confiance et démultiplier les choses sur le secteur? Alors, c'est sûr que ce serait une très belle solution d'avoir quelqu'un dédié à trouver des solutions aux entreprises, mais on reste quand même sur une zone d'activité, alors ça c'est mon avis, mais assez petite. On est sur, comme le disait Jean-Charles, 28 entreprises qui sont sur la zone. Elles ont leurs activités, les moyens, c'est principalement des TPE, PME. Et financer un poste d'un animateur via l'association, aujourd'hui semble assez compromis du fait que voilà, on est sur un petit noyau d'entreprise. Il faudrait vraiment avoir beaucoup plus d'entreprises qui seraient à l'échelle plutôt intercommunale, avec un animateur dédié. Et là, c'est ce que disait Jean-Charles, en renforçant les moyens humains pour développer et démultiplier ces démarches EIT. Mais c'est vrai que l'association a joué un rôle primordial, puisque c'est avec elle qu'on communique, et c'est notamment avec les référentes de cette association qui sont nos référents dans cette démarche EIT. Elle permet d'organiser et de fédérer les chefs d'entreprise, et ça, c'est ma vision du projet. Mais à engager quelqu'un qui serait salarié de cette association semble encore très prématuré dans le cadre de ce projet-là. Je ne sais pas si François et Joël, vous voulez compléter à ce sujet, puisque vous êtes membre de cette association et membre actif. Pour ce qui me concerne, je ne vois pas la nécessité d'avoir quelqu'un à temps complet sur le sujet. À mon avis, il n'y a pas matière. Il faudrait que cette personne apporte des services complémentaires. Et puis, là aussi, on touche au portefeuille. Donc, il faut que derrière, il y ait un service suffisant. Il se passe aussi une chose, c'est que tout le monde n'adhère pas à l'association. On a quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, mais qui n'y adhèrent pas. Donc, non, moi, je ne vois pas de nécessité. Et puis, je trouve que il y a quand même des compétences chez les autres. Quand je dis les autres, c'est RLV, c'est Maceo, c'est le SBA qui sont présentes et qui sont diverses, des compétences qui sont diverses. Donc, on peut en profiter comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joël. On n'est pas bien gros quand même. Hein. Puisque tu me poses la question, mais j'allais de toute façon répondre un petit peu. Tu connais mon point de vue sur le sujet. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Alors, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est avoir une personne à plein temps uniquement sur la partie écologie industrielle et territoriale au sein de l'association, non. Maintenant, il y a quelque chose que tu as dit que moi je regrette, c'est que tout le monde ne soit pas membre de l'association et que, en allant même un peu plus loin, il y a des membres qui ne participent pas vraiment, qui sont là parce que ils payent leurs cotisations et puis on les voit jamais. Donc moi, je me suis exprimé sur le sujet à quelques reprises. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus coercitif dans cette démarche, quitte à avoir une espèce
système de copropriétaires, entre guillemets, qui soit un peu plus directif. Parce que ça permettrait de dégager des moyens pour faire des choses supplémentaires. Alors encore une fois, je suis d'accord avec toi, un plein temps sur le IT, non. Mais par contre, il y a tout un tas de choses encore sur lesquelles on pourrait travailler. Tu vois, par exemple, là, je viens de mettre en place, moi, un ramassage postal des colis et des enveloppes. Je l'ai fait à titre individuel pour l'instant. Ce qui veut dire que s'il y a 3, 4, 5, 6 entreprises qui font du ramassage postal sur la zone individuellement, ça veut dire qu'il va y avoir 3, 4, 5, 6 voitures de la Poste qui vont circuler à des heures pas forcément les mêmes, etc., etc. Sauf si la Poste organise un peu tout ça. Mais à la limite, on devrait pouvoir organiser ça tout seul, une espèce de secrétariat intercommunautaire ou quelque chose dans ce goût-là. Bon, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a quand même des choses à faire. Alors, je sais que c'est un peu envahissant, c'est un peu intrusif par rapport à l'autonomie des entreprises, mais je crois que quand on veut faire des choses de manière commune, de temps en temps, il faut savoir lâcher un peu de son, comment dirais-je, un mot qu'on utilise beaucoup au niveau national, je cherche mon mot, je ne le trouve pas. Enfin, vous m'avez compris, de son autonomie. Ok, merci à tous les trois. Et Bruno Garde rajoute, on s'aperçoit de toute façon, on regarde des témoignages, qu'il y a aussi des compétences au sein de l'association, on regarde de vos expériences chacun que vous pouvez échanger aussi. Donc merci, on voit que le débat est ouvert en tous les cas et que quoi qu'il en soit, la façon d'arriver à plus de collectifs fait débat et va faire des suites, va faire des petits sur votre territoire, on l'entend bien. Est-ce que Cindy, pour clôturer, si on a fait le tour, est-ce que tu peux remettre le diaporama avec la slide de clôture? Parce qu'on arrive à la fin du timing. On a bien rempli ce dernier atelier sur le IT. Tout à fait. Voilà, merci à toi. Donc cette dernière slide, c'est pour... Là. Voilà, super. Pour rappeler effectivement que cette semaine de l'économie circulaire, ce forum de l'économie circulaire, on est en plein dedans, se clôturera demain avec une plénière auquel tout le monde est invité de 14h à 16h30. Vous retrouverez tous les liens vers les ateliers restants et cette plénière sur le site Cyclope. N'hésitez pas à vous y rendre. C'est notre plateforme, notre vecteur commun Cyclope. Là-dessus, vous trouverez également l'ensemble des présentations et des enregistrements des ateliers. Vous pourrez revenir dessus. Et de manière plus générale, c'est l'outil qui en région permet de créer du lien entre les acteurs de l'économie circulaire et de valoriser toutes les actions d'économie circulaire. Il existe une plateforme du même type sur Auvergne-Rhône-Alpes, dont j'ai oublié le nom, c'est Éclaira. C'est Éclaira, voilà. Donc c'est l'équivalent d'Éclaira que vous avez certainement l'habitude de fréquenter. Donc je vous invite à y aller. Demain, pour la plénière de clôture, vous aurez un témoignage très intéressant de Navi Rajou qui nous parlera d'innovation frugale. Donc ça sera certainement très intéressant. J'ai remis dans le fil de la conversation également un questionnaire de satisfaction que je vous demanderai si vous avez le temps de prendre 5 minutes pour le remplir, pour nous dire ce que vous avez trouvé intéressant, moins intéressant dans l'atelier. Hein. Et ma collègue Prisca Giraudot a également mis le lien justement sur la plénière de demain dans le chat. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Grand merci à tous les témoins de cet après-midi. Hein. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager et de nous avoir montré la bonne voie en termes d'économie circulaire et de IT sur les territoires. Et je vous souhaite à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et merci aussi à toi Benoît et à François, Joël, Laura et Jean-Charles. Voilà. Merci à tous, bonne continuation.